député. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion pour le groupe UMP. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, la loi de 2008 a été une avancée considérable en matière de dialogue social. Et je voudrais féliciter les partenaires sociaux pour la qualité de leur travail. Le projet de loi examiné est la transposition de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre dernier, qui d'ailleurs a été signé unanimement, et nous ne pouvons que nous féliciter de ce dialogue social fructueux. La démocratie s'est exprimée, il convient maintenant à la démocratie parlementaire de prendre ses responsabilités et de légiférer. Cette mesure 33 du candidat socialiste à la présidentielle a été présentée aux Français comme un renforcement du lien intergénérationnel dans les entreprises. À cette époque, nous l'avions combattue. Nous n'étions pas les seuls, certains socialistes avaient émis plus que des doutes. Mais elle avait au moins l'avantage de recréer du lien social entre deux générations qui, bien que partageant des difficultés similaires en matière d'emploi, sont éloignées l'une de l'autre. Il est regrettable que le seul point positif de l'idée du candidat à la présidentielle n'ait pas été retenu. En effet, le projet de loi que vous nous proposez d'adopter ne prévoit rien en matière de transmission des savoirs. Il se borne à additionner de façon comptable un salarié jeune et un salarié senior. Le projet ne prévoit rien sur le tutorat. Le mot a été banni du texte, a été banni même des discussions de la Commission, Monsieur le rapporteur, mais je l'ai entendu ce soir, Monsieur le Ministre, le reprendre et je reste un peu plus optimiste. Rien sur le salarié référent et rien sur la formation du jeune par son aîné. Pour résumer, à part le versement de l'aide à l'entreprise, rien ne lie les deux salariés concernés par ce contrat dit de génération, même si, Monsieur le Ministre, vous avez apporté quelques éléments. En réalité, ce contrat est une exonération partielle de charges maquillée par de belles intentions. Les problèmes principaux de nos entreprises sont les problèmes de compétitivité et les problèmes de coût du travail. Vous ne vous attaquez pas au cœur du problème. Vous prétextez des entreprises, tout cela en donnant des gages à votre gauche de ne pas vouloir faire de cadeaux aux employeurs. Nous pourrions louer cet effort si en réalité il n'était pas minime. Regardons les choses en face, Monsieur le Ministre. Pensez-vous réellement qu'une aide de 4 000 € par an est une raison suffisante pour créer des emplois dans un environnement alors que les entreprises n'ont aucune visibilité économique? De plus, l'incitation financière sera très compliquée à obtenir. Les grandes entreprises ont des juristes, mais là, elles ne sont pas concernées en fait même par l'incitation financière, mais simplement par la mise en place. Mais pour le chef d'une PME, pensez-vous vraiment qu'il va prendre sur son temps de production, de prospection, afin de mettre en place un plan d'action, le faire valider par l'administration, dont le temps n'est pas celui de l'entreprise, puis de faire la demande d'aide à Pôle emploi, dont le délai est également ce qu'il est, et dont ce n'est ni la mission première, ni la mission essentielle? Avec une telle aide, vous ne toucherez que les entreprises qui avaient déjà prévu d'embaucher et qui rempliront les demandes d'aide accessoirement, mais vous n'inciterez pas les autres entreprises à recruter, d'où un effet d'aubaine. L'emploi ne se décrète pas, je pense que là-dessus nous sommes d'accord. La raison première d'embauche d'une entreprise, c'est le contenu du carnet de commandes, c'est la visibilité. Pour cela, il faut de la croissance. Malheureusement, avec la politique de matraquage fiscal que vous menez actuellement, on n'est pas près de voir ce moment. Les entreprises ont besoin d'un réel changement en matière de compétitivité. Elles ont besoin de souplesse, elles ont besoin de stabilité fiscale, de confiance, mais aussi de systèmes clairs, lisibles et facilement utilisables. Vous faites aujourd'hui l'inverse. Concernant le financement, Monsieur le Ministre, vous avez été relativement imprécis. Pouvez-vous dire à la représentation nationale comment seront financés ces contrats? Selon les déclarations les plus récentes, il semble que vous vouliez les subventionner sur les crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE. Avant même l'entrée en vigueur de ce crédit d'impôt, vous commencez déjà à l'amputer. Commenceriez à l'amputer. Prévoyez-vous donc de financer toutes vos futures annonces d'aide à la création d'emplois par ce biais? Ou pouvez-vous nous rassurer en annonçant votre volonté de sanctuariser les 20 milliards destinés aux entreprises? L'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, dont nous ne pouvons pas mettre en doute la neutralité et l'objectivité, prévoit une création de 21 000 emplois, alors que dans le même temps, l'UNEDIC prévoit pour 2013 une augmentation de 89 600, c'est très précis, chômeurs indemnisés. Je dois vous avouer, Monsieur le Ministre, que je reste dubitatif, surtout quand on compare ce qui est fait pour l'apprentissage. En effet, le budget de l'État sur l'apprentissage et la formation professionnelle, c'est autour de 800 millions d'euros, avec plus de résultats. Consolidant ces deux dispositifs qui répondent aux besoins des jeunes et des seniors, 8 jeunes sur 10 formés en apprentissage trouvent un travail rapidement, et grâce à la formation professionnelle, nous pouvons maintenir dans l'emploi des salariés plus âgés.
D'ailleurs, votre intervention de ce soir a apporté quelques nouveaux éléments de réponse. Je souhaite que vous les précisiez. D'ailleurs, votre projet de loi exclut de facto les jeunes de moins de 26 ans entrés en alternance cette année. Un employeur pourrait se retrouver dans une situation délicate, à savoir à choisir entre pérenniser un jeune formé dans l'entreprise, mais qui ne serait plus éligible au contrat de génération, et recruter un autre jeune qui, lui, serait éligible. Le jeune formé serait ainsi dans l'obligation de trouver un nouvel employeur. Je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait que cette situation serait dommageable, tant pour le jeune que pour l'entreprise. Il serait nécessaire, à titre transitoire pour la première année d'application, qu'un jeune de plus de 26 ans qui a été embauché dans l'entreprise sous une autre forme de contrat, avant ses 26 ans et entre ce mois d'août 2012 et la promulgation de la loi, puisse bénéficier du contrat de génération. Cet amendement, je l'avais déposé et il a été rejeté pour considéré irrecevable par la Commission des finances. Pourtant, il n'engendre pas, à mon sens, ni de dépenses, ni de moindres recettes. Et je souhaite, Monsieur le Ministre, que le gouvernement puisse le reprendre dans l'intérêt de ces jeunes. Au sujet de la taille des entreprises et des seuils, le projet de loi fait une distinction entre les entreprises de moins de 50 salariés, de 50 à 299 salariés et plus de 300 salariés. Pourriez-vous éclairer la représentation nationale sur ce choix, Monsieur le Ministre, alors que le seuil européen est de 250 salariés, que le décret de 2008 sur lequel se base l'INSEE est sur ce même chiffre, tout comme l'obligation d'emploi des alternants. Ce nouveau seuil est un exemple de l'instabilité dans laquelle se trouvent les entreprises. Elles ont cruellement besoin d'une uniformisation législative. En ce qui concerne les négociations d'accords collectifs et la mise en place d'un plan d'action, il y a là une grande incertitude. Les entreprises au-dessus de 50 salariés ont l'obligation de négocier un accord. En cas d'échec de négociation, et pour les seules entreprises pourvues de délégués syndicaux, un procès verbal de désaccord est signé entre les parties afin d'ouvrir la possibilité à l'entreprise de définir un plan d'action de façon unilatérale. Ma question concerne surtout les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. D'après le rapport de M. le rapporteur, il est écrit, je cite, « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l'employeur pourrait recourir à la mise en place d'un plan d'action sans avoir à chercher préalablement une négociation sur la thématique de la gestion active des âges. » Je dois vous admettre que je m'interroge. D'un côté, le rapporteur nous explique que les entreprises dépourvues de délégués syndicaux n'auront pas l'obligation de négocier, et de l'autre, le projet de loi affirme le contraire, puisque toute entreprise de plus de 50 salariés en a obligation. Qu'en est-il ? Les entreprises de plus de 50 n'ayant pas de délégués doivent-elles négocier ou peuvent-elles négocier, ce qui est très différent. En second lieu, que se passe-t-il si les délégués syndicaux refusent de signer le procès verbal de désaccord? L'employeur devra-t-il à ce moment payer les pénalités? Un amendement à l'article 1 visant à retirer l'aide en faveur du contrat de génération dans le cas où l'un des bénéficiaires de ce contrat est licencié ou fait l'objet d'une rupture conventionnelle a été présenté en commission. Cet amendement, de bon sens, a été adopté et devient l'alinéa 57 du texte. Or, l'alinéa 58 prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié âgé de 57 ans ou de 55 ans s'il est reconnu travailleur handicapé, le versement de l'aide d'un contrat de génération, dont il n'est pourtant pas bénéficiaire, s'arrête. Cela aura comme effet pervers de rendre les postulants de cette classe d'âge beaucoup moins attractifs à l'embauche. Un employeur hésitera dorénavant à embaucher un salarié de plus de 57 ans car il sera dans l'impossibilité de s'en séparer en cas de difficulté, et ce n'est pas le décret prévu par l'alinéa 59 qui rassurera les entreprises. Enfin, dans l'article 3, le texte abroge les accords seniors, notamment les sanctions. Permettez-moi à nouveau d'être dubitatif quant au but poursuivi. Alors que les sanctions de l'accord senior s'appliquaient à toutes les entreprises au-dessus de 50 salariés, vous relevez ce seuil aux entreprises de plus de 300 salariés concernées par les contrats de génération. Ce simple exemple prouve le manque de clarté de votre politique. D'un côté, vous voulez sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les objectifs d'emploi pour les seniors, et de l'autre, vous supprimez les sanctions pour les entreprises de 50 à 299 salariés. Mais ne vous méprenez pas, Monsieur le Ministre, je suis favorable à ce changement, car nos entreprises croulent sous les politiques coercitives dont vous rajoutez une couche avec ce projet actuel. Cet article met simplement en lumière le manque de cohérence de la politique du gouvernement. Monsieur le Ministre, nous partageons votre volonté de répondre efficacement à la situation du chômage, notamment des jeunes et des seniors, mais nous ne pouvons pas nous rallier à la proposition présentée. Elle est non seulement excessive pour une dépense publique, si elle fonctionne, mais elle est également incomplète sur le plan technique, et pour finir, elle n'atteindra, hélas, pas les résultats escomptés. La situation dans laquelle nous nous trouvons ne peut plus se satisfaire de petites mesures. Nous vous appelons sans tarder à engager les réformes courageuses nécessaires. Dans un ouvrage à paraître demain, Michel Rocard écrit « Croire que la croissance économique va revenir est une paresse intellectuelle ». C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, que le groupe UMP votera contre ce texte. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député.